Um, Bonjour à tous, bienvenue sur Mason Channel. Si tu es nouveau, alors abonne-toi, laisse tes commentaires, clique sur le bouton like et partage avec tes connaissances qui, d'un mal à l'autre, auront besoin de remplir ces mêmes formulaires afin qu'ils ne se cassent plus trop la tête le moment venu. Donc, euh, comme je ne fais pas de magie, commençons rapidement par passer en revue les instructions. Il faut déjà remarquer que le formulaire, le guide que j'ai ouvert se trouve sur le site de USCIS. Tu peux le voir ici. Et donc, il s'agit d'un ensemble d'instructions sur comment remplir le formulaire que nous allons remplir tout à l'heure. Donc, ici, c'est What is the purpose of Form I-130? A citizen of or lawful permanent resident of the United States may file Form I-130 petition for alien relative with U.S. citizenship and immigration services to establish the existence of a relationship to certain alien relatives who wish to immigrate to the United States. En fait, il s'agit d'un formulaire que tu dois remplir afin de justifier la nature de la relation qui existe entre toi et quelqu'un qui vit hors des États-Unis et que tu souhaites faire immigrer la personne aux États-Unis. Donc ici, c'est qui doit remplir ces formulaires. Euh, on dit les enfants non mariés en dessous de 21 ans, l'époux, épouse. Bref, il y a un certain nombre de guides qui sont fournis dans ces formulaires. Il sera utile donc pour que cette vidéo ne soit pas très longue, alors je vais directement passer à l'action. Allons donc voir le contenu du formulaire en question. Alors, une fois de plus, vous devrez remarquer que j'ai ouvert ces formulaires directement sur le site de USCIS. Ça, c'est pour se rassurer que tu as déjà rempli le bon formulaire. Oui, c'est très important de préciser cela. Parce que vous allez remarquer ici, à ce niveau, espace July 31st, 2024. En fait, ce formulaire aura expiré en juillet, euh, en fin du mois de juillet de 2024. Donc, il faut, quand vous remplissez un formulaire, prenez soin de regarder la date qui est. Et surtout, rassurez-vous que vous avez rempli un formulaire qui est valide en allant à la bonne source, quoi. Donc, dans ce formulaire, il y a des parties que tu dois remplir en tant que pétitionnaire. Donc, ici, je joue le rôle de pétitionnaire, s'il faut dire. Ça veut dire que toute information que je vais écrire sur ces formulaires, ce n'est pas la même chose que tu dois remplir dans ton cas particulier. Non. J'essaie juste d'expliquer afin que tu puisses comprendre quelle est l'information qu'il faut mentionner à quel niveau. Tu vois, c'est juste ça le principe. Ce n'est pas que toute information qui est remplie, tu dois copier la même chose dans ton cas. Non. Les informations ne sont pas les mêmes. Et également, il y a des parties que tu dois remplir. Il y a des parties qui sont réservées à un avocat au cas où tu te fais pas un avocat. Et il y a des parties qui sont remplies par le gouvernement des États-Unis, à savoir USCIS. Donc, euh, une fois de plus, si tu es nouveau sur la chaîne, merci de cliquer sur le bouton abonner afin de ne rien manquer. Euh, Car le but ici, c'est de partager notre connaissance aux nouveaux venus et partager tout ce que nous pensons qui puisse aider à établir des meilleures conditions aux États-Unis.
Donc, c'est ça le principe. Si tu as une question, n'hésite pas de laisser un commentaire. N'hésite pas de cliquer sur le bouton like. N'hésite pas de partager avec tes connaissances. C'est très important. Donc, dans cette première partie, techniquement, nous n'allons pas remplir. Autre chose, je vais attirer l'attention. Nous sommes ici sur l'approche où toi-même tu vas remplir le formulaire. Pour quelqu'un qui opte le faire directement en ligne sur le site de USS, de USCIS, le formulaire ne doit pas à ce niveau sembler très long parce qu'ils auront regroupé les différents éléments. Donc, sur le site, il y a un menu à gauche où tu verras About You, Beneficiary, tout ça. Bref, ce seront des groupes de menus qui contiennent des pages à remplir. Par contre, quelqu'un qui souhaite remplir à la main, il devra donc télécharger ces formulaires, le formulaire en question, et remplir manuellement, puis expédier à USCIS à la poste. Donc, si à jamais il voudrait télécharger le formulaire, alors je pourrais juste cliquer sur ce bouton à l'extrémité droite, là, ici pour imprimer ou bien enregistrer, tout dépend de toi. Donc, sans trop tarder, allons directement sur le remplissage du formulaire. Cette partie est réservée à un avocat, si tu en as utilisé un. Mais comme le but ici est de remplir par toi-même, je suppose, tu n'as pas besoin de remplir cette partie et donc tu vas la laisser vide. Commençons donc par la première partie, relationship, c'est-à-dire la relation entre toi et la personne qui va venir. Donc, euh, moi, je suppose que la personne qui va venir, c'est ma femme et donc je suis l'époux. Là, je vais cocher cette case puisque je suis l'époux. Et une fois de plus, toute information qui puisse se ressembler ici, ne sera qu'une pure coïncidence. Alors, si tu reconnais une information ici, c'est juste une coïncidence, ce n'est pas intentionnel. Alors, ce n'est pas intentionnel. Donc, prenez juste toute information que tu renseignes, juste comme un fait dans le but de guider sur comment remplir ce formulaire. Ces informations ne sont pas considérées. Toi, tu dois remplir tes propres informations sur la base de ces guides. Donc, si je faisais venir si je appliquais pour mon parent, alors je devais cocher ici, euh, frère, soeur, je devais cocher ici, mon fils ou bien ma fille, je devais cocher ici. Donc, une fois de plus, je vais faire venir la femme, donc, je coche là. Ensuite, on dit, if you are uh, filling this petition for your child or parent, select the box that describe your relationship. En fait, c'est que si tu remplis pour euh, un parent ou bien pour un enfant, alors il faudra sélectionner la case qui justifie la relation entre toi et cette personne-là. Donc, comme nous ne sommes pas dans le cas d'un enfant ou bien d'un parent, alors je ne remplis rien ici. Ensuite, on dit, if the beneficiary is your brother, sister, are you related by adoption? Si celui que tu veux faire venir est ton frère et ta sœur, alors là, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Ici, on demande si tu as eu ta résidence permanente par le mariage à un citoyen américain ou bien par adoption. Là, si ça s'applique à toi, alors tu peux cocher soit oui ou soit non, mais pour mon cas particulier, c'est non, puisque je suis venu avec euh, le, le visa des résidents permanents directement. Euh, donc, ok. Donc, partie 2. Information about you. Ça, ce sont des informations sur le pétitionnaire.
qui, pour ces codes particuliers, sont mes informations. Donc, Alien Relation Number. Ici, c'est le numéro qui se trouve sur ton visa, ou alors si tu as derrière sur ta green card, c'est le numéro qui est sur ta green card. Il y a le Alien Number sur ta green card. Tu vas copier ce numéro-là ici. Donc, je vais seulement mettre n'importe quoi ici. Là, c'est à toi de mettre le numéro qui est sur ta green card. En tant que petitioner, si tu as un compte sur le site de USCIS online, tu peux remplir et tu peux remplir ici. Mais pour ces cas de figure, puisque nous sommes en train de remplir manuellement, on n'a pas besoin, on n'a pas de compte là-dessus. Donc, on le fait ici. On laisse ça vide. US Social Security Number. En tant que petitioner, tu dois renseigner ton numéro de sécurité sociale ici. Donc, une fois de plus, le petitioner, c'est la personne qui vit déjà sur le sol américain et qui veut faire venir une autre personne. Donc, euh, tu dois renseigner ton numéro de sécurité sociale ici, là. Donc, on continue. Maintenant, your full name. Cette partie concerne toujours le petitioner, c'est-à-dire la personne qui est sur le sol américain et qui voudrait faire venir l'autre partie hors des, qui réside hors des États-Unis. Donc, tu dois remplir ton full name. Ok, on commence par le family name qui est le last name. Donc, j'ai rempli n'importe quoi ici. Je suppose que ton family name, mon family name c'est Trudeau. Euh, Given name qui est le first name, c'est first name Oscar. Et le middle name, tu dois le renseigner ici si tu en as un. Oui, tu dois le renseigner si tu en as un. Donc, euh, ok, on a fini pour ici, on continue vers le bas. Partout, information about you. Ça, c'est la continuité de la partie qu'on vient de faire ici. Donc, other names used. Est-ce que tu as déjà eu à utiliser un autre nom? Si oui, tu renseignes à ce niveau. Si tu n'as jamais utilisé d'autres noms, alors tu laisses ça vide. Now, other information. Maintenant, tu dois renseigner des informations sur le pays, la ville où tu es né, ou bien le village. Donc, je suppose que je suis né dans une ville appelée Siri. Donc, je suppose que ça, c'est le nom de la ville où je suis né. Et le compte, le pays où tu es né. Euh, le pays où tu es né, tu dois remplir ça ici. Je suppose que tu es né à Zamunda. Je suppose que le pays en question, c'est Zamunda. Donc, la date de naissance, tu dois également remplir, tu dois la remplir ici. Maintenant, il y a une nuance. Il y a un format qu'il faut respecter, à savoir le mois, le jour et l'année. Donc, si je suis né en janvier, je vais mettre janvier. Ensuite, quel jour? Je suppose peut-être 25 janvier. Et l'année, je suppose 1995. Quelque chose de ce genre. Donc, tu remplis la date, la date de naissance est ici. Et si tu es un homme, donc je coche ici. Si tu es une femme, c'est celui-là. Donc, tu coches suivant le cas. Euh, donc, par la suite, tu dois renseigner l'adresse. Donc, un cas of ça, c'est que généralement, on met sous couvert. Donc, ça, on met généralement sous couvert. Là, je mets juste mon nom là et l'adresse, street number. Donc, si tu es aux États-Unis, tu dois déjà comprendre cette notion de street number.
Maintenant, si tu vis dans un appartement, tu dois coucher ici. Dans un appartement, quel est le numéro d'appartement? Oh, non, pas bien ici. Si tu mets ceci, si tu as un appartement, tu mets l'appartement là. Et ici, tu dois remplir le appartement number. En fait, parce que quand quand ils voudront t'envoyer un mail, ils ont besoin du numéro d'appartement. Parce que chaque appartement a son mailbox. Il ne faudra pas que ton mail soit déposé n'importe où. Donc, tu as besoin de remplir ça. Bon, ici, cette case ne peut pas être remplie manuellement. En fait, il veut dire en ligne, comme je viens de faire. Bon, je sais pas trop pourquoi. Mais tu dois mettre le numéro de ton appartement ici. Si tu vis dans un appartement. Si c'est pas l'appartement, si tu vis dans une maison, alors tu mets l'adresse de la maison. Pas besoin de mettre l'appartement. Ici, tu mets la ville. Je vais mettre quelle ville? Je mets peut-être Dallas comme la ville, l'État, le state. Donc, si c'est peut-être Arkansas ou bien Alabama, je mets quel est le zip code. Tu mets le zip code de la ville où tu es. La province, bon, généralement aux États-Unis, il n'y a pas de province, donc je ne remplis rien ici. Le postal code, je ne remplis pas aussi. Et le country, quand tu es aux États-Unis, le country sera United States. Ce n'est pas l'État. United States. Brackets. Oui. Donc, tu remplis le country, tu mets United States. Now, ici, is your current mailing address the same as your physical address? Alors, on te demande si ton adresse actuelle c'est la même chose que ton adresse physique. Pour le moment, oui, c'est la même chose. Donc, maintenant, if you answer no to the item 11, provide information on your physical address and... Ok, si tu as mis non ici, ça veut dire que ton adresse physique n'est pas l'adresse ici. Alors, alors tu devras donc remplir ton adresse physique ici, à ce niveau. Tu vois, ça va prendre la 12 à 13 B. Tu devras remplir ces informations-là. Par contre, et bien évidemment, puisque j'ai rempli in care of, il peut arriver que ce ne soit pas moi qui vis à cette adresse-ci. En ce moment-là, à ce moment-là, je dois mettre no et remplir la partie-ci, remplir mon adresse actuelle. Mais puisque c'est oui, je vis à cette adresse, alors je vais dire que ok, c'est la même adresse et donc je n'ai plus besoin de remplir ceci. Et pendant ton cas, tu vas voir ce qu'il faut mettre là. Oui, pendant ton cas, tu vas voir ce qu'il faut mettre là. Et aussi, ici, tu vas remplir euh, depuis quand est-ce que tu vis à cette adresse. Par exemple, je vais dire, je vis là depuis février 2000, 20 février 2022, par exemple. C'est-à-dire que je vis à cette adresse depuis le 20 février 2022. Sans, euh, juste, tu te rappelles tout ce que j'ai rempli jusqu'ici me concerne en tant que pétitionnaire. Aucune information sur la personne dont je veux faire venir n'a encore été demandée. Juste pour attirer l'attention sur cela. Donc, si tu as une autre adresse, alors tu la renseignes ici. Comme je n'ai plus une autre adresse, alors je laisse cette partie-là. Je ne la remplis pas. Donc, tu dois Marital information. Il s'agit des informations sur le statut, à savoir si tu es marié, divorcé, tout ça. On dit, how many times have you been married? Donc, une seule fois.
Si tu as déjà été marié, bien sûr. Si tu n'as pas, si tu n'as jamais été marié, tu ne mets rien ici. Tu mets zéro. Si tu n'as jamais été marié, tu mets zéro ici. Si tu as déjà été marié une fois, alors tu mets one. Maintenant, ici, l'adresse, le statut actuel. Est-ce que tu es marié, divorcé, célibataire, veuve, tout ça? Alors, je vais dire marié, puisque c'est la femme que je vais faire venir aux États-Unis. Donc, je coche marié. Donc, alors, on continue. Ça, c'est la quantité d'informations sur le pétitionnaire. Ici, il te demande la date euh, du mariage actuel. Donc, je vais mettre février. Bien sûr, il faut toujours remplir la date, le jour et l'année. Donc, je vais mettre le 15 février 2015, par exemple. C'est une date à toi de mettre la date à laquelle à laquelle ton mariage actuel a été célébré. Donc, tu mets la date qui est sur tu es sur ton document, ton acte de mariage. Donc, maintenant, où est-ce que ton mariage a eu lieu? Je vais dire, tu mets la ville. Donc, je vais dire, euh, tu remplis la ville où tu as célébré ton mariage ici. Maintenant, dans quel état? Tu sélectionnes l'état. Si c'est généralement hors des États-Unis, le- le- parfois, tu ne peux rien, tu n'as rien à sélectionner ici. Donc, province. Si c'était aux États-Unis, alors tu sélectionnes l'État en question. Maintenant, le country, euh, si c'était aux États-Unis, on va mettre les États-Unis ici. Mais si c'était hors des États-Unis, alors tu vas mettre le pays en question, qui pour moi est Zamunda. Now, on dit names of all your spouses. Ici, on demande le nom de toutes tes femmes. Là, tu vas fournir ces informations-là ici. Première femme, on va mettre Amy. Et le last name, le first name, Mary. Et le middle name, il n'en a pas. Maintenant, la date à laquelle le mariage a été, c'est terminé. Tu ne mets rien ici puisque tu es actuellement marié. Aussi, si tu étais déjà, si tu avais déjà divorcé, alors tu devrais mettre la date du divorce ici. Le divorce a été conclu à la mairie. Tu devrais mettre cette date-là ici. Donc, ok, on continue. Space to jamais eu de deuxième femme. Donc, pas rien à remplir ici. On continue. Information about your parents. Il s'agit des informations sur tes parents. Full name of parent one. Donc, je peux commencer par mon père. Euh, ok. Ça, c'est le family name, le given name, le first name. Je je le remplis là également. Le middle name, si ton père a un middle name, tu le remplis. S'il n'en a pas, comme c'est mon cas, je laisse à vide. Dans la date de naissance de ton père, janvier, euh, 26 janvier 1980. Je choisis masculin puisqu'il s'agit du père. Maintenant, la ville de naissance, le pays de naissance, Zamunda. La ville, ok. Maintenant, le pays où ton père vit actuellement, tu le remplis ici. Là, parent to, là, ce sont les informations euh, sur la mère.
Bien sûr, sur la première personne, le parent 1 qui a rempli la mère, c'est celui qui doit être le père, et vice versa. Donc, um, given a first name, le middle name n'en a pas, la date de naissance, juillet, septembre 1985. C'est une femme. Et le pays, Zamunda, la ville, le pays peut être différent. Les paramètres remplissent des informations qui figurent sur la naissance de ta maman et la naissance de ton père pour le premier cas. Donc, le pays où ta mère vit, pour, pour mon cas, c'est Zamunda. Tout dépend euh, tout dépend de ce que tu as. Tu remplis l'information qui correspond à ton cas. Additional information about you. Ok, ça, ce sont des informations supplémentaires sur le recran principal, qui est encore le petit jaune. I am a. Maintenant, tu as rempli, est-ce que tu es un citoyen américain ou bien tu es un résident permanent? Pour mon cas, je suis juste un résident permanent. Je sélectionne donc ça ici. Um, if you are a US citizen, complete item number 37. Ok, cette partie est remplie uniquement pour quelqu'un qui est citoyen américain. Ce n'est pas le cas pour moi, donc je laisse ça vide. Ici, on demande si tu as obtenu un certificat de naturalisation ou bien un certificat de citoyenneté. Non, je n'ai pas rempli. On dit si tu as dit oui ici, alors euh, tu dois remplir le numéro 38. On dit si if you say yes to item number 38, complete the following. Donc tu dois remplir ça, ces informations si tu as dit oui à ce niveau. Comme je n'ai pas dit oui, on continue. Donc c'est la suite des informations sur le récurrent principal. Maintenant, class of admission. On dit, if you are a lawful permanent resident, complete item numbers 48 to 41. Donc, si tu es un résident permanent, alors tu dois compléter ça. Donc, class of admission. Il faut déjà, je dois déjà préciser que quand j'appliquais, cette section n'était pas là. Donc, elle a été ajoutée. Elle n'était pas là à mon temps, elle a été ajoutée. Mais class of admission, je crois que tu dois mettre la catégorie de ton visa ici, qui moi, dans mon cas, était DV1. Maintenant, la date of admission. Ici, techniquement, moi, je devrais, mais je pense que tu as deux choix ici. La date où tu as, la date de ton visa. Il y a une date d'émission de ton visa qui est affichée sur le passeport. Mais sauf que si tu mets ça ici, en bas, on dit city or town. C'est un peu confus, c'est un peu confus. Alors, techniquement, s'il devait remplir ici, alors je devrais mettre date of admission. Je devais mettre la date à laquelle je suis arrivé aux États-Unis. Donc, qui, je crois, était 1 octobre. Je mets n'importe quoi, hein. Euh, euh, je mets n'importe quoi. Donc, je ne mets n'importe quoi. C'est à toi de mettre la date à laquelle tu es entré aux États-Unis. Et si tu es en temps en août, et moi, je suis entré par Atlanta. Je suis entré par euh, Atlanta. Et à toi de mettre des informations qui correspondent à ton cas. Et dans l'état de, si je sélectionne l'état ici, Atlanta, c'est dans l'état de Géorgie. Bon, je n'ai pas le temps de dérouler tout ça. Si je sélectionne l'état,
Mais si tu viens en Géorgie, tu dois sélectionner JE. JE, c'est le code pour l'état de Géorgie. Donc, tu dois dérouler ici, choisir le bon état. Par contre, si tu as imprimé le formulaire que tu as déjà rempli, alors tu dois mettre ça manuellement. Tu vas écrire GA ici manuellement. Donc, do you gain lawful permanent residence status through marriage to a EU citizen? Maintenant, ici, on demande si tu as obtenu ta résidence permanente par un mariage à un citoyen américain ou à un résident permanent. Non. Je mets non là et je continue. Ici, employment history. Employment history. Ça, c'est l'historique euh, de l'emploi. Alors, je vais préciser ici que um, on dit provide your employment history for the last 5 years, whether inside or outside the United States. Provide your current employment first. If you are current unemployed, type or print unemployed in the item number 42. OK. Ici, là, on demande des informations sur, sur tes emplois sur les 5 dernières années, que ce soit aux États-Unis ou bien même au-delà. Alors, et tu dois mettre ton emploi le plus récent en tête. Donc, ça, si tu as actuellement un emploi, alors tu dois remplir les informations ici, à savoir le nom de ton employeur, le street address, euh, tu coches si c'est un appartement, le numéro d'appartement là. Là, tu mets le numéro d'appartement. Ça, si tu en as, tu remplis. La ville, l'état, le zip code, et le country, United States, et le titre de l'emploi, la, la date à laquelle tu as commencé. Et ici, ça met automatiquement présent parce que tu as dit que tu as un emploi. Et également, on a précisé ici que si tu n'es pas en emploi, tu dois écrire un emploi sur le 42, ici, donc ici. Si tu n'es pas, n'as pas de, tu es en chômage, alors actuellement, tu dois écrire ici un emploi à ce niveau. Donc, ça, c'est pour ce qui est de l'emploi 1. Emploi 2, tu fais de même. Date de début, date de fin, tout ça, tu remplis. Maintenant, partie 3, biographic information. Alors, il s'agit ici des informations, il s'agit de ta bibliographie, à savoir ton ethnie. Donc, si tu es un hispanique ou bien un latino, pour mon cas, c'est no. Euh, la race. Alors, si tu es noir, généralement ici, c'est Black or African American, si tu es noir. Euh, on continue. Ici, c'est la taille. Alors, on va dire combien de pieds. Tu choisis euh, combien de pieds et combien d'inches. Je vais choisir, je suppose peut-être que tu es très jeune et que tu as 6 3. Bref, si tu es sûr que la taille que tu as sur ton carte d'identité actuelle est à jour, alors tu peux aller dans Google pour choisir, pour chercher comment convertir peut-être les centimètres en feet, tout ça. C'est très facile. Tu vas euh, forcément trouver un convertisseur qui te permettra de convertir ta taille en centimètres, en feet et inch. Et au cas où tu as des difficultés pour en trouver, laisse un commentaire et sans souci, je ne manquerai de, de venir en aide pour compléter cela. Laisse juste ta question en commentaire. Donc, maintenant le poids, le pound. Ici, généralement, on a fait un dit le kilogramme, tout ça, le kilogramme, gramme. Mais ici, aux États-Unis, on dit plus le pound et le lips. Donc, tout comme je viens de dire, il y a des compétitions en ligne également que tu peux utiliser pour convertir ton poids du kilogramme vers le pound. Il y en a. Donc, je suppose, ouais, euh, j'ai en train de trucs comme ça. Je suppose que c'est 166. Dans la couleur des yeux, noir,
On continue. Ça, c'est sur les informations sur la deuxième information biographique qui continue. La couleur des cheveux noirs. Non, ici, ok, on entre dans la toute autre partie. Cette partie concerne la personne dont on veut faire venir. Très important. La nuance, il faut la prendre en compte. Et une fois de plus, si tu n'es pas encore abonné à la page, merci de cliquer sur le bouton abonner ou bien subscribe selon que tu t'installer en français ou en anglais. N'oublie pas de cliquer sur le bouton like. N'oublie pas de partager avec tes connaissances qui certainement en auront besoin. Donc, et n'oublie pas de poser toutes les questions qui te viennent à l'esprit en commentaire et je ne manquerai pas euh, de te répondre le plus tôt possible. Donc, cette partie concerne la personne dont on veut faire venir. Elle est légèrement semblable à celle du, du récurrent principal ou bien du pétitionnaire. Alors, la personne n'a pas encore de green card, donc on ne doit pas remplir ici. La personne n'a pas de compte sur le site de USCIS, on ne remplit pas aussi ici. US, le numéro de sécurité sociale. La personne n'a pas de numéro de sécurité sociale puisque étant encore hors des États-Unis. Donc là également, je n'ai rempli ainsi. Ensuite, maintenant, ici, je vais remplir ces informations. Euh, Son first name, euh, là, j'ai rempli le nom, le given name, le middle name, elle n'en a pas. Donc, je laisse ça vite. Bien évidemment, comme j'ai précisé, le but n'est pas pour toi de copier les informations que j'ai renseignées ici. Comme je l'ai bien précisé, ce sont des faits, des informations. Tu remplis les informations qui correspondent à ta situation. Donc, aucune des informations que je précise, que je renseigne ici, n'est à copier telle quelle. Non, tu remplis les informations qui correspondent à ton cas particulier. Donc, j'ai rempli le nom et pour donner mieux, si la personne a aidé à utiliser le nom, alors tu le renseignes. Mais pour mon cas, il n'y en a pas. Maintenant, on continue ici. Other information about beneficiary. Ça, c'est d'autres informations au sujet de la personne qu'on veut faire venir, la femme en question. Donc, euh, la ville où elle est née, je, le pays, Zamunda, tu vas mettre le pays qui correspond à ton cas. La date de naissance, je vais mettre août 95. C'est une femme et has anyone else ever filed a petition for the benefit? Là, on te demande est-ce que quelqu'un d'autre a, par le passé, essayé d'appliquer, de faire venir la personne en question. Pour mon cas, c'est non. Si je ne connais pas, tu vas mettre un non. Pour mon cas, c'est non. Si quelqu'un a déjà essayé, tu vas mettre oui. Et donc, on remonte à ici. Maintenant, tu remplis l'adresse physique de la personne dont on veut faire venir. Et juste une petite remarque pour celui qui est en train de faire de remplir directement sur le site de USAS, c'est-à-dire celui qui a ouvert un compte et qui veut remplir ce formulaire en ligne, alors la présentation est légèrement différente. Il aura plutôt des menus sur le côté gauche. Par exemple, il y aura un menu qui s'appelle Beneficiary où tu auras des sous-formulaires pour remplir pour ceci. Il y aura un menu à partir qui aura euh, des sous-formulaires qu'on vient de remplir pour le recrutement principal. Donc, c'est ça la principale nuance. Quand tu le fais en ligne, les trucs sont regroupés dans des petits menus que tu peux euh, remplir. Euh, Ça, c'est juste une précision afin que
personne que personne ne soit égaré. Donc, ici, c'est l'adresse de la personne dont on va faire venir street address. Généralement, on appelle parfois les street address ne sont pas utilisés. L'appartement, là, tu vas mettre juste la ville où la personne vit. Bengals, le zip code, il n'y en a pas. Le state, code postal, non. Le country, Zamunda, c'est-à-dire le pays où la personne vit. Si la personne était là aux États-Unis, tu devrais mettre sélectionner l'état où la personne vit, mettre le zip code, tout ça, tu devrais renseigner. Également, si dans ton cas particulier, si ton pays a, si la législation de ton pays met à disposition toutes les informations telles que le state, les provinces, tout ça, alors tu dois les fournir ici. Pour mon cas, il n'y en a pas. Donc, ODAP Address and Contact Information, ça c'est toujours pour la personne dont on va faire venir. On dit provide the address in the United States where the beneficiary intend to live if different from item 11A to 11H. If the address is the same type or print same in the item 12A. Ok. On dit, c'est très important de comprendre ce qui se passe. Du moins, ce qui est demandé ici. On demande l'adresse où la personne dont on veut venir devrait vivre. Tu vois, on demande où la personne devrait vivre. Maintenant, on dit, si là où la personne souhaite vivre est différent de ceci. Si c'est différent de ceci, alors, qu'est-ce qu'on dit? If different, voilà, on doit remplir ici si c'est différent de ça. Oui, si c'est différent de ce qu'on a rempli ici, alors on doit remplir cette partie. Par contre, si c'est la même, sans les mêmes informations, alors ici on a plutôt saisir same pour dire, ok, ce sont les mêmes informations. Mais par contre, euh, puisque c'est l'adresse physique de la personne, c'est tel que nous avons renseigné et hors des États-Unis, alors nous allons remplir l'adresse où la personne devra vivre aux États-Unis ici. Tu vois, c'est ça la principale nuance. Parce que si tu mets SEM, ça veut dire que la personne voudrait vivre à cette adresse. Or, l'adresse n'existe pas aux États-Unis. Ce qui fait que tu auras faussé les données. Donc, là, ça, c'est une adresse aux États-Unis. Et donc, nous allons renseigner l'adresse où la personne devra vivre aux États-Unis ici. Donc, comme j'ai dit, tu remplis les informations qui correspondent à ton cas. Donc, je suppose que euh, la personne viendra vivre ici, à cette adresse qui, je peux dire, est mon adresse. Mais il n'en est rien. Il n'en est rien. C'est juste les trucs que j'ai aussi, c'est dit comme ça. Tu devrais renseigner la bonne adresse qui correspond à ton cas particulier. Oui, tu devrais renseigner la bonne adresse qui correspond à ton cas particulier. C'est un appartement, et coach appartement, il met un numéro, l'appartement et tout. La ville, tu mets la ville, tu choisis l'état, le style en question, et le zip code, tu rentres, tu saisis aussi le zip code. Donc, maintenant, on dit, provide the beneficiary's address outside the United States if different from Adam. If the address is the same type, maintenant on demande de donner l'adresse de la personne hors des États-Unis. Et si c'est la même que l'adresse qu'on a renseignée ici, alors tu dois saisir SIM. Donc je vais saisir SIM puisque c'est l'adresse de la personne hors des États-Unis que j'avais renseignée à ce niveau. Je saisis SIM et je laisse ceci vide pour ce qui a été demandé là. Donc on continue. Ah, comme j'ai dit, c'est un long formulaire. Oui, c'est un très long formulaire et ça prend du temps pour remplir et si tu ne fais pas attention, tu risques
avec la fatigue, fait des erreurs. Donc, il faut avoir une tasse de café à côté pour maintenir le cerveau, quoi. Donc, on continue. Information about beneficiary continue. Donc, ça, c'est la suite des informations sur le bénéficiaire. On va donc entrer son numéro de téléphone ici. Si la personne en a, bien sûr. Donc, euh, si la personne est hors des États-Unis, alors n'oublie pas de mentionner le code du pays. Et ça veut dire que si le service d'immigration veut l'appeler, alors qu'il n'est pas de souci. Donc, si je suppose que le code du pays c'est 237 et que son numéro c'est, je ne sais pas trop, je remplis son numéro, quelque chose de ce genre. Et email adresse, je remplis l'adresse email de la personne. Là, c'est fait. Maintenant, on dit beneficiary contact information. Maintenant, la personne dont on fait venir, est-ce qu'elle est mariée, célibataire, tout ça. On demande combien de fois la personne a été mariée. Pour mon cas, c'est une. On demande est-ce que la personne actuellement est mariée. Pour le moment, oui. Pour mon cas, oui. Tu remplis ce qui correspond à ton cas de figure. Donc, on continue. Place of beneficiary current marriage. On demande où est-ce que la personne s'est mariée. Bon, techniquement, ça devrait correspondre aux informations sur le mariage que tu as renseigné. Si effectivement la personne qui vient est ta femme ou bien ton mari, techniquement ça devrait correspondre. Donc, il ne faudra pas que tu dises que tu t'es marié une fois, elle dit qu'elle s'est mariée une fois, mais vous êtes mariés dans des vies différentes et vous êtes mariés. Donc, techniquement, ça c'est juste une remarque. Techniquement, ça devrait coïncider. Bingo, la ville, le state, bon, on connaît pas le state, c'était à Zamunda. um, name of beneficiary spouses. Donc, on demande les noms des époux de la personne dont on veut venir. Bien sûr que, comme tu t'es marié une fois et elle s'est aussi mariée une fois, ça veut dire que c'est, c'est toi c'est ton nom qui a été ici, en tant que l'unique époux qu'elle aura, qu'il ou elle aura eu. Par contre, si elle a eu plusieurs époux ou bien plusieurs épouses, alors elle devrait lister les noms ainsi que les dates à ce niveau. Donc, family name, le first name, va être bien évidemment mon first name. Toi qui remplis, tu dois mettre des informations ici. Et comme je prends du temps pour expliquer la nuance afin que tu ne commettes pas des erreurs. Oui. Donc, et je rappelle que nous sommes en train de remplir cette partie-ci concerne la personne dont on veut faire venir. Pas, pas la personne qui est en train de remplir, pas le bénéficiaire, pas le requérant principal. Ça concerne la personne dont on veut faire venir. Donc, si un middle tu remplis, that marriage ended. Donc, elle a- le mariage n'est jamais terminé. Elle est toujours mariée, donc je ne mets rien ici. C'est très important. Je laisse sa vie, puisque le mariage n'est jamais terminé. Hum, le deuxième époux bien épouse, n'hésitez pas, je laisse sa vie. On continue ici. Information about Benshai family. Ok. Là, ce sont des informations qui concernent le bénéficiaire, la famille du bénéficiaire, à savoir épouse et les enfants, tout ça. Ici, on doit remplir person one. On dit provide information about the beneficiary's spouse and children. Donc, on doit remplir des informations sur le bénéficiaire, du moins sur l'époux du bénéficiaire ainsi que les enfants. Donc, ici, euh, tu es l'époux du bénéficiaire, mon cas.
Donc, j'ai rempli là. First name, middle name, non, relationship. Je vais mettre, techniquement, je vais mettre husband or wife. Mais husband, pour mon cas, mais si tu es, ça peut être wife, dépendant de ta situation. Donc, quand c'est ma femme que je veux faire venir, alors je suis le husband. J'ai rempli ça ici. La date de naissance, je vais mettre ma date de naissance ici. Bien évidemment, ce sont des données, des fausses données. À ne pas prendre en considération. Tu remplis les vraies données dans ton cas. Et le pays de naissance, c'est Zamunda. On continue. Ok. Personne numéro 2. Alors, ici, s'il y a des enfants, si la personne dont on veut faire venir est accompagnée des enfants, alors on doit lister les enfants ici. Donc, si je suppose par exemple qu'il y a un enfant, je suppose également qu'il n'a pas de middle name, si c'est si c'est un fils, un homme, son ou bien d'autre, donc c'est un garçon, il met son. Euh, la date de naissance, je mets février, euh, février 2020. Pays, Zam, la personne numéro 3, s'il y a d'autres enfants, alors tu les ajoutes. S'il y a d'autres enfants, alors tu les ajoutes. S'il n'y en a pas, alors on continue. Euh, personne 4, également, s'il y a d'autres enfants, tu les ajoutes. Personne 5, tout ça. Beneficial entry informations. Maintenant, on continue. Alors, juste une précision, si tu n'es pas abonné à la page, n'oublie pas de cliquer sur le bouton abonner ou bien subscribe selon que ton système est en français ou en anglais. N'oublie pas de laisser un commentaire pour toute ambiguïté que tu rencontreras en puissant en suivant cette vidéo. N'oublie pas de cliquer sur le bouton like pour m'encourager afin que je puisse continuer à fournir des vidéos utiles comme celle-ci. Donc, beneficiary, beneficiaries entry information. Was the beneficiary ever in the United States? Non. Si la personne bénéficiaire était déjà venue aux États-Unis, je devrais cocher oui. Mais pour mon cas, c'est non. On dit, if the beneficiary is currently in the United States, complete items numbers 46A to 46D. Donc, si la personne est aux États-Unis à l'état actuellement, alors on doit remplir ici. Mais pour mon cas, ce n'est pas le cas. Mon, mon cas, ce n'est pas le cas. Mais ici, le passeport number, tu dois remplir le numéro de passeport de la personne dont on veut faire venir. Donc, tu remplis son numéro de passeport ici. Euh, maintenant, travel document number. Travel document number, là, c'est un peu confus ici. C'est le passeport joue également le rôle de travel document number. Donc, je crois techniquement que tu devras le suivre puisque tu as déjà renseigné le numéro de passeport. Maintenant, le country of issuance of for the passport or travel document. Justement, c'est justement une preuve sans laquelle tu n'es pas obligé de remplir si tu as déjà fourni le passeport number. Donc, le pays où le passeport a été, où le document de voyage a été établi, Zamunda pour mon cas, tu mets ce qui correspond à ton cas particulier. Expiration date for the passport or travel number. Tu mets la date d'expiration du document en question. Donc,
tu fournis ce qui correspond à ton cas particulier. Now, beneficiary employment informations. Ok, ça, ce sont des informations sur l'emploi de la personne dont on veut faire venir. Provide the beneficiaries for employment information, if applicable, even if they are employed outside of the United States. If the beneficiary is currently unemployed, type or print unemployed in item 50A. Donc, pour mon cas, je mets unemployed, puisque la personne ne travaille pas encore. Mais si elle travaille, alors tu devrais renseigner l'information sur la compagnie ainsi que le poste. Donc, tu fais ici. Additional information about beneficiary. Was the beneficiary ever an immigration proceeding? No, la personne n'a jamais été jamais dans le processus d'immigration. If your answer is yes, let the type of proceeding analysis. Bon, si la personne était déjà dans le processus, il faut dire qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je ne remplis pas ici puisque ce n'est pas le qui ne s'applique pas. City or town, on doit remplir la ville euh, où la personne vit. Donc, mais la ville, la personne vit, le state, s'il y en a, la date, tout ça. S'il y en a, tu remplis, s'il n'y en a pas, c'est oui. Donc, si tu as des informations sur le bénéficiaire, if the beneficiary native written language does not use Roman letters, type or print his or her name and foreign address in their native written language. Donc, on dit si le nom, tout ça n'utilise pas les lettres romaines, alors type or print his or her name and foreign address. Donc, on a décrit son nom et l'adresse son adresse aux États-Unis dans la langue du pays en question. Oui, donc si c'est une langue autre peut-être que le français, l'anglais, tout ça, alors tu dois écrire ces informations ici dans la langue en question. If, donc je n'en pas parce que la langue de la personne qui veut faire venir utilise les lettres romaines. Donc, je n'ai pas besoin de faire ceci. Mais si, donc, si ce n'est pas le cas pour toi, les, tu dois écrire. If filling for your spouse, provide the last address at which you physically live together. If you never live together, type or print never live together and item 59. Donc, ok, on dit si tu veux faire venir ton époux ou bien ton épouse, alors tu dois renseigner ici l'adresse, la dernière adresse où vous avez vécu ensemble. Mais si vous n'avez jamais vécu ensemble, alors ici, tu dois renseigner, tu dois écrire Never live together. On n'a jamais vécu ensemble. Donc, je vais mettre l'adresse où on a vécu ensemble. Appartement. Code no no country. Donc, ça c'est mon cas. Tu dois renseigner ce qui correspond à ton cas. La date de début, et la date de fin. On continue, on dit the beneficiary is in the United States and will apply for adjustment after to that.
Bon, ça, c'est si euh, la personne dont on appelle pour est déjà aux États-Unis et qui devra appliquer juste pour changement de statut. Tu devras mettre la ville de la personne et l'État. Donc, ça ne s'applique pas. Tu, ça ne s'applique pas pour mon cas, donc je ne remplis pas. The missionary will not apply for adjustment to study in the United States, but he or she will apply for an immigrant visa abroad at the United States Embassy. Consider in. Ok. On dit, si la personne se trouve hors des États-Unis, alors la personne devra appliquer pour, euh, pour le visa immigrant à l'ambassade des États-Unis. Tu dois préciser la ville où se trouve l'ambassade en question, province et le pays. C'est ça. Maintenant, note. Choosing a U.S. embassy or U.S. consulate outside the country of the beneficiary's last residence does not guarantee that it will accept the beneficiary case for processing. In these situations, the United U.S. Embassy or U.S. Consulate has discretion over whether or not to accept the beneficiary case. Donc, il y a une note importante ici. On dit, si tu choisis euh, l'ambassade dans un pays où la personne n'a pas résidé, euh, la personne ne résidait pas, c'est l'ambassade, tout dépend de l'ambassade. C'est à eux de voir s'ils vont accepter son cas ou pas. Donc, il n'y a aucune garantie à choisir l'ambassade dans un pays où la personne ne réside pas. Donc, other information, have you ever previously filed a petition for this beneficiary or any other alien? Alors, je veux préciser que jusqu'à la dernière fois que nous avons enseigné, c'était pour le bénéficiaire. Donc, ce sont c'était des informations du bénéficiaire. Avant, on a appris pour le camp principal. Ensuite, on a appris pour le bénéficiaire. Donc, on continue ici. On dit other information. Have you ever previously filed petition for this beneficiary or any other alien? On demande si tu as déjà eu à remplir une pétition pour cette personne, c'est-à-dire une pétition pour faire venir cette personne aux États-Unis, ou alors pour une autre personne. Pour mon cas, c'est no. Si tu as déjà fait, tu mets yes. Donc, ça dépend. Et en ça, yes, tu dois faire ceci. Provide the name, place, date of filing and the result. Si tu as dit oui, tu dois renseigner les informations, la vie, tout ça et le statut. Est-ce que ça a été accepté, refusé, tout ça. Tu dois renseigner. Maintenant, if you are also submitting separate petition for other relatives, provide the name of any, sorry, if you are also submitting separate petitions for other relatives, provide the name of and your relationship to each relative. Ok, on dit si tu es tenté d'appliquer pour d'autres personnes aussi, alors il faudra renseigner les noms ainsi que la nature des relations entre vous. Là, tu mets ici, tu vais là. One use SCIS investigate the claim relative relationship and verify the validity of document you submit. If you falsify a family relationship to obtain a visa, person may seek to have you criminally prosecuted. Donc ici, euh, il est dit que toutes les informations, toutes les données que tu mets à la disposition de USCIS pour étudier la relation entre toi et la personne, toutes ces données-là sont vérifiées. Donc, il faut se rassurer de mettre que les informations qui sont vérifiables, juste et vérifiables. Parce que s'il trouve que tu as donné des fausses informations dans le but d'avoir le visa, alors il peut être traduit en justice. Et
il y a les pénalités que tu encours suivant le cas. Euh, En passant par une prison jusqu'à 5 ans et une amende de 250 000 pour les deux. Bref, ça sont les pénalités au cas où tu as fourni des fausses informations. Petitioner's Statement, Contact Information Declaration and Signature. Ici, il est donc, ça c'est la partie où tu dois prendre l'engagement pour dire que pour jurer que tu as fourni des informations correctes. Très important. C'est un engagement que tu prends ici. Donc, ça c'est le statement, on dit. euh, si tu peux lire et comprendre l'anglais, alors tu coches ici. I can read and understand English, and I have read and understand every question and question on this petition, and my answer are to every question. Donc, si tu peux lire en anglais, tu as lu et que tu as compris toutes les questions dans ce formulaire-ci. Dans ce cas, tu coches ici. B. Um, okay. Should I not only select the box for either item number 1A or B, if applicable? Select the box for item number 2. Donc, si tu peux lire, hein, tu comprends l'anglais et que tu l'as fait toi-même, tu coches ici. Si tu t'es fait assister par un interpréteur, alors tu vas cocher ici. The interpreter name in part 7. Read to me every question, my answer to every question in the language in which I am fluent. Donc, si tu t'es fait acheter par un interprète, alors tu vas cocher ici, mettre la langue que tu comprends bien et dans laquelle l'interprète a expliqué le contenu. Tu remplis là. Bon, ça ne s'applique pas à nous puisque c'est nous qui avons rempli. At my request, the paper name in pass prepared this petition for me based on only open information provided authorized. Donc, si c'était pas un interprète et que tu as pu te demander à quelqu'un de le faire pour toi, alors la personne tu devras cocher ici. Donc, um, on dit petitioners, daytime, téléphone number, tu dois mettre ton téléphone et l'adresse email. Maintenant, ça c'est la déclaration et certification. Là, tu vas signer ici. Tu vas mettre ta signature ici et la date. On continue sur la page Set Integrated Contact Information Certification and Signature. Si tu as coché plus haut que tu as coché plus haut avoir utilisé les services d'un interprète, alors tu devras renseigner les informations de l'interprète en question ici. Le family name, le given name, le business organization name et son adresse et les informations de contact, tu dois les renseigner ici. Maintenant, la certification, tu dois renseigner là, euh, interprète signature. L'interprète doit signer, mettre la date également. La partie 8, contact information, question and signature of the person preparing the petition if relevant. Donc, également, si tu as coché plus haut, que quelqu'un d'autre a rempli les formulaires à ta place et que la personne n'est pas un interprète que tu as écouté, alors tu dois remplir les informations de la personne ici. Et tu dois remplir les informations de la personne. Et comme pour ces cas précis, c'est nous-mêmes qui avons rempli, alors on n'a pas besoin de ceci. Donc, tu remplis sur la base de ton cas. Prepare contact information. Là, tu remplis les informations de la personne qui a préparé. Et la personne qui a préparé également va cocher soit là ou là, suivant le cas. Donc, la, la personne qui a préparé doit signer et aussi
mets la date ici. Additional information. Donc, généralement, euh, le dé- la dernière partie, c'est les formulaires. Plus souvent, c'est les formulaires supplémentaires. C'est-à-dire que s'il y a une information, si on avait prévu la place pour 5 personnes, ça va être l'enfant et que tu as plus de 5 enfants, alors tu devras juste imprimer une page supplémentaire que tu vas référencer et mettre tes informations, donc tu n'auras plus à entrer dans le document initial. Donc, on dit if you need extra space to provide any additional information in this petition, use the space below. If you need more space than what is provided, you may make copies of this page to complete and file with the petition or attach a separate sheet or paper. Type or print your name and a number, if any, at the top of each sheet. Indicate the page number, part number, and item number to which your answer refers, and sign and date each sheet. Family name. Donc, cette partie, c'est juste pour dans le cas où il y aura des informations que tu n'as pas eu assez d'espace pour renseigner. C'est dans ces cas propres, c'est dans ces cas-là que tu remplis ceci. Et si cette partie n'est pas suffisante, alors tu peux multiplier autant. Tu peux multiplier autant pour ces informations. Et comme on le dit, si ça arrive, il faudra préciser le page number, c'est-à-dire l'information que j'ai supplémentaire que je mets ici, ça, c'est pour compléter l'information de telle part, de la page 10 par exemple, mais la page 15, tu mets 15 ici. Si ça complète une information de la page, je ne sais pas, page 5, tu mets page 5 ici, le part number, tu iras aussi le part number. Comme on a remarqué, tous les parties sont notées ainsi. Par exemple, ça c'est part 9. Si l'information se reporte à part 5, tu vas mettre part 5 ici, le item number, tout ça. Tu dois les renseigner. Tu dois les renseigner. Donc, euh, je sais que la vidéo, elle est un peu longue et c'est parce que j'ai trouvé nécessaire de prendre un peu de temps et d'aller de proche en proche sur le remplissage de ce formulaire et justement pour répondre à ces besoins, du moins à ces demandes insistantes que je reçois tout le temps sur le formulaire I-130. Donc, je suppose que ça va aider toute personne qui est en train de préparer un tel formulaire. Bien évidemment, comme j'ai précisé, si tu décides de remplir, d'ouvrir un compte sur le site de USCIS et de remplir en ligne, alors la disposition des éléments est légèrement différente. Alors sur le côté droit, tu verras plutôt des menus et chaque menu aura un ensemble de formulaires. Autrement dit, ils ont juste pris ces formulaires-ci, qu'ils ont essayé de regrouper les parties. Déjà dans ton compte de USCIS, tu verras un truc, un menu About You. Ces menus concernent le document principal ou bien le petitioner. Il y aura un menu Beneficiary. Ces menus-là, ça contient des endroits que tu dois compléter pour le bénéficiaire et bien d'autres menus. Donc, en ligne, ils ont juste essayé de simplifier pour éviter autant que faire se peut euh, que les gens s'égarent en remplissant. Mais bien sûr, que tu le remplisses en ligne ou bien que tu imprimes le formulaire, que tu le remplisses manuellement sur la base du guide que j'ai fait, alors tu pourras toujours euh, réussir si tu le fais soigneusement. Oui. Donc, je te conseille de regarder si tu, je te conseille si tu veux d'imprimer tout le formulaire,
et de regarder cette vidéo au fur et à mesure tu remplis le formulaire à la main. Dès que tu as fini, si tu as des préoccupations, n'hésite pas à laisser les commentaires et je n'hésiterai pas d'éclaircir sur les questions là-dessus. Et je vais également préciser que il s'agit d'un guide gratuit. Donc, je ne suis pas un agent, un agent légal d'immigration. Je ne suis pas un agent d'immigration. Je partage juste mon expérience. Je partage des connaissances que j'ai acquises lorsque j'ai remplissé le formulaire en question. Donc, en cas de doute, n'hésite pas de rentrer sur le site de UFRS. N'hésite pas de faire tes propres recherches au besoin. Alors, si tu n'es pas abonné, merci de cliquer sur le bouton abonner ou bien subscribe. Merci de commenter, de cliquer sur le bouton j'aime afin de m'encourager sur ces